Discours de François Mitterrand le 1er février 1959 au 12e Congrès national de l'UDSR. Nous avons changé de régime. La démocratie a subi des transformations profondes. Les pouvoirs n'ont plus les mêmes relations. L'exercice des libertés est modifié. Je me dispenserai de vous retracer à ma manière les événements du 13 mai 1958. Une littérature historique ou semi-historique foisonne déjà à ce sujet. Le plus récent ouvrage, celui des frères Bromberger, porte un titre évocateur « Les 13 complots du 13 mai ». Ce que j'ai pu en connaître de l'extérieur ne me permet pas de douter de la véracité de l'information de ces journalistes. Il y eut donc 13 complots, des sérieux et des moins sérieux, des fantaisistes et des efficaces. On dit maintenant à distance, parce que le peuple l'a approuvé, que le régime sous lequel nous vivons est un régime issu de la légalité. J'ai tout de même l'impression qu'au moins l'un de ces 13 complots a été plus efficace que la légalité pour installer la Ve République. Vais-je manquer au respect que nous devons à la personne du général de Gaulle en posant la question « était-il dans le complot ?» Non, il n'était pas plus dans le complot que Dieu est dans sa création. Si vous êtes croyant, vous penserez que ce n'est pas Dieu qui impose la guerre, et pourtant la guerre existe. L'armée, l'administration, la police, le pouvoir régulier se sont dissous devant la menace. Voulez-vous connaître la liste de ceux qui ont organisé la conjuration ? Il vous suffira de dresser celle des dignitaires de l'actuel régime, avec cependant quelques exceptions, concernant les hommes connus qui se sont ralliés à la conjuration qu'ils dénonçaient et voulaient abattre avant de l'aider à triompher. Le complot contre l'État, mais il était couvert officiellement. Lorsque Bourgès-Monoury, ministre de l'Intérieur, assurant les affaires courantes au cours de la crise, se rendit auprès du président de la République afin de lui rendre compte des graves dangers qui se précisaient contre le régime, avec une liste des officiers généraux dont il savait bien qu'ils organisaient la révolte armée, qui trouva-t-il à l'Élysée ? Dans le bureau même du cabinet militaire du président Coty, l'officier qui figurait en tête de liste et dont il venait précisément demander l'arrestation. Cet officier général a succédé depuis à l'Élysée à celui avec lequel il s'entretenait alors. Je pourrais en dire autant de l'actuel directeur de cabinet du Premier ministre, agent de liaison de ce complot gaulliste, qu'il tentait de substituer au complot frénétique des gens de présence française en Algérie, à celui d'un poujadisme hétérodoxe et à toutes ces opérations que le sol d'Algérie fomentait avec profusion en ce printemps 1958. C'est au nom de l'autorité, du respect de l'État que le complot a réussi. Mais quel spectacle offrait cet État ? Il y avait en Algérie un certain nombre de préfets, 14 ou 15 je crois. Parmi eux, il y en eut 3 qui estimèrent que leur devoir était d'obéir aux ordres que leur envoyait le gouvernement. C'était celui de M. Pfimelin. Je ne sais ce que pensaient, dans le secret d'eux-mêmes, ces 3 hauts fonctionnaires, messieurs Chevrier, Vignon et Lecornu, des ordres qu'ils recevaient. Peut-être se rendaient-ils compte du risque qu'ils couraient. Toujours est-il qu'au moment où des officiers se présentèrent à eux pour leur donner des instructions, ils refusèrent de s'incliner. Ces préfets ont été internés. Par contre, le préfet d'Alger, Barré, s'est immédiatement rallié, participant au défilé du monument aux morts dès les premières heures de la révolte. Depuis, il a fait l'objet d'une promotion. Vous me direz que cela prouve tout simplement que le général de Gaulle sait reconnaître la valeur des services qu'on lui rend. Mais que faut-il penser alors de M. Pfimelin, qui a osé se rendre en Algérie comme ministre d'État du général de Gaulle
alors que ses préfets et les quelques officiers qui lui avaient obéi étaient maintenus en prison. On comprend alors le grand désordre des esprits. Mais il faut voir alors comment les choses se passeront demain pour effacer ce désordre. Lorsqu'il y aura de nouveaux préfets et officiers généraux qui obéiront à d'autres conjurations plutôt que d'obéir aux dirigeants de la Ve République, qu'auront à dire ceux qui nous gouvernent? Ils ont proposé les révoltes futures qui les balayeront, et ils se sont interdits d'invoquer l'histoire et le droit pour justifier leur position. L'UDSR ne doit pas se dresser en défenseur d'un régime dont elle a toujours combattu, dans la légalité, les institutions. Elle ne les a pas votées à l'origine et elle a constamment soutenu les projets de réforme. C'est par dignité que je me suis abstenu d'ajouter une pierre à toutes les autres pour abattre cette malheureuse République déjà si profondément atteinte. Qui pourrait me le reprocher? Messieurs Guy Mollet, Pinet, René Pleven, Georges Bidault, Pfimelin? Vais-je donner la liste de tous les maîtres du système sans lesquels il était impossible, dans la vie de la Quatrième République, d'obtenir la moindre réforme, le moindre changement? Avons-nous assez tantôt collaboré, tantôt protesté pour obtenir des réformateurs d'aujourd'hui qu'ils commencent d'abord par nettoyer la République? Mais ces crises interminables, ces jeux parlementaires, qui en était responsable? Quand j'ai vu partir dans l'estime générale l'ancien chef de l'État, après un discours où il se félicitait de ce qui s'était produit et déplorait les carences anciennes, je me suis demandé qui avait administré, organisé ces carences, jusqu'à donner ce spectacle honteux de 4 anciens présidents du Conseil désignés en un seul après-midi. C'est ainsi que nous avons vu, dans la même journée de mai 1958, messieurs Berthoin, Biller, Maurice Faure, appelés à l'Élysée par le président de la République et faisant à leur sortie de solennelles déclarations à la radio-télévision française pour expliquer leur refus. Le téléphone n'existait-il pas pour dispenser la République de ces affronts successifs, d'hommes qui refusaient, l'un après l'autre, un fardeau trop lourd? La Quatrième République a disparu parce qu'elle a été incapable d'affronter les révolutions de notre siècle, parce qu'elle n'a pas su régler les problèmes coloniaux. Sans doute, elle avait pu mener à bien une politique de prospérité économique et d'équilibre social. Elle avait suscité une certaine construction de l'Europe qui restera le grand bienfait de son existence. Elle s'était préoccupée de renouveler, au Sahara notamment, nos ressources énergétiques. Pourtant, dans toutes les factions de la nation, les échecs de sa politique outre-mer avaient engendré l'amertume et aussi, légale ou non, la révolte. Mais ces fautes et ces revers ne s'expliquent que parce que la France a été trompée par certains de ses maîtres. Quant à la compréhension de cette révolution mondiale dont elle devenait l'un des premiers acteurs, puisqu'elle était l'héritière d'un grand empire colonial, elle a compté sur le maintien de ce qui existait sans chercher à voir la suite. Pourquoi tant d'incompréhension de la part de personnes intelligentes, informées et cultivées, je pense en particulier aux anciens présidents du Conseil de la Quatrième République? On ne saurait leur reprocher une insuffisance de connaissances. Mais chaque fois qu'une décision fut à prendre concernant soit l'Indochine, soit la Tunisie, soit le Maroc, soit l'Afrique noire, soit l'Algérie, on a pu trouver prêt à empêcher la Quatrième République et ses dirigeants d'aller vers les évolutions nécessaires, exactement tous ceux qui, en contrariant les réussites politiques, se sont targués de l'échec qu'ils avaient provoqué pour renverser ce régime. L'opération a été bien menée.